nous allons accueillir Nathalie Benarek, qui est neuropédiatre au CHU de Reims et qui va nous faire part de son expérience également. Merci à vous toutes et tous. J'ai été vraiment très impressionnée par la qualité des interventions et j'ai appris beaucoup de choses, mais on va en discuter tous ensemble. Alors, je me présente. Je suis Nathalie Benarek, je suis professeure des universités et praticiens hospitaliers au centre hospitalier de Reims. Et c'est grâce aussi à Donato et à Lilia que je suis là, du fait de l'expérience que nous avons eu autour du bâtiment AMH1, l'American Memorial Hospital, qui va fêter ses 100 ans cette année et qui est né en effet de la guerre, de l'histoire de la guerre, mais avec une belle générosité américaine, nous avons pu construire il y a 100 ans à Reims le premier hôpital d'enfants dans un champ. Et cet hôpital a été plutôt précurseur dans la prise en charge des enfants. Alors moi, je vais vous raconter peut-être plus une histoire d'enfants, de parcours, de néonatologie. Et puis évidemment d'architecture, où on a pris conscience de notre histoire vraiment du fait de la thèse de Lilia Bonneau qui nous a rappelé, parce que nous les bâtiments étaient très beaux, on va reparler un peu de tout ce qui est beau, tout ce qui est lumière naturelle, tout ce qui est champêtre, parce qu'on avait un jardin. Alors on était loin de penser que ça avait été aussi conçu sur des bases thérapeutiques. Alors, comment dire, le trouble du neurodéveloppement, je crois qu'on en a bien parlé. Le neurodéveloppement, c'est tout au long de la vie et ça commence vraiment en anténatal avec le fœtus et ça va se poursuivre toute la vie. Nous avons un cerveau plastique jusqu'à nos derniers jours. Alors évidemment, il y a une période de plasticité qui est plus favorable que d'autres. C'est les 3 premières années de la vie et surtout toute la partie périnatale. Alors ce beau bâtiment AMH1, on avait des équipes de pédiatrie, on était plutôt novateurs, mais très vite il a été trop petit. Il a fallu construire la radiologie juste à côté, l'hôpital de chirurgie pédiatrique juste en face. Et nous avons bâti également, alors là c'était un peu plus compliqué, un bâtiment pour accueillir des nouveau-nés et de réanimer des nouveau-nés à terme dans les années 70. Et nous avons vécu dans un préfabriqué pendant plus de 20 ans, plus de 25 ans. Alors ce préfabriqué, très rapidement, il faisait 150 mètres carrés. On avait 6 incubateurs par salle. On avait aussi des enfants, puisque la réanimation néonatale et pédiatrique n'était pas séparée. Et forcément, il n'y avait pas de place, aucune place en particulier pour les parents qui avaient juste un droit de visite de 14h à 18h. Alors évidemment, sur tout ce qu'on vient de voir, ça semble être complètement archaïque, mais là aussi, ne pas oublier son histoire, on a aussi commencé à réanimer à cette période. Alors moi, en tant que neuropédiatre, j'ai bien entendu suivi ces enfants qui, pour la majorité d'entre eux, n'avaient pas forcément des séquelles liées à des lésions cérébrales, mais des séquelles liées à tout le stress. Le stress des machines. Je ne sais pas si vous imaginez le bruit d'un scope, le bruit, un préfabriqué, c'est certainement pas isolé pour le son. C'est pas du tout isolé thermiquement et on a continué comme ça avec des parents qui avaient un droit de visite de 14 à 18 heures, comme je vous l'ai dit, et des grands-parents qui avaient le droit d'aller dans un couloir, les frères et sœurs, dans un couloir pour voir les enfants. Alors c'était le b.a.-ba de la néonatologie. On a progressé, bien entendu. On a avancé avec la création d'un autre bâtiment qui a été aussi conçu grâce à l'aide de notre comité américain et un bâtiment qui était dédié à la mère et à l'enfant. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de ce bâtiment préfabriqué,
nous devions traverser une cour et le meilleur sprinter faisait 7 minutes pour arriver à la salle de naissance. Donc quand un bébé ne respirait pas, il y avait une perte de chance également. Heureusement qu'on avait des sages-femmes formées. Alors ce nouveau bâtiment, parti de ces constats, on ne peut pas recevoir les parents. Il faut courir à la maternité et on perd des minutes précieuses dans la réanimation. En effet, ce bâtiment a été créé afin de rapprocher l'unité de réanimation néonatale des salles d'accouchement. Et le gros progrès de ce nouveau bâtiment, enfin ce bâtiment qui a quand même 25 ans, qui est né en 2000, enfin, en tous les cas qui a ouvert ses portes en 2000, c'est qu'on a pu accueillir des parents, mais avec des heures de visite sur la journée et non pas la nuit, et on va y revenir. Et puis, on a surtout le gros progrès, c'est cette porte qui séparait les salles de naissance de la réanimation néonatale. On n'avait plus qu'une porte à ouvrir. Et je pense qu'on a aussi sauvé certainement plus de vies juste grâce à l'architecture. On a certainement aussi, puisque si vous imaginez que je suis néonatologue depuis 30 ans, j'ai aussi exercé la neuropédiatrie. Évidemment, on a certainement amélioré la survie des enfants. On a amélioré la qualité de survie des enfants, très certainement parce qu'on a amélioré nos pratiques, mais très certainement également grâce à la collaboration, à l'alliance avec les parents. J'ai fait de la recherche en France, dans cet hôpital d'ailleurs. J'ai fait de la recherche également aux États-Unis. Et puis, en effet, on a trouvé les facteurs qui étaient très stimulants pour la croissance de l'enfant et pour éviter justement les séquelles de la prématurité. Alors, comment on a mesuré ça? Alors, de façon certainement encore très grossière actuellement, par des volumes cérébraux. On a fait des IRM aux enfants et puis on a mesuré leur volume cérébral avec ceux dont on avait la présence parentale, ceux qui étaient allaités, ceux qui n'avaient pas subi d'inflammation, d'infection, ceux qui avaient eu également une grossesse et un accouchement certainement dans de meilleures conditions. Donc on a mesuré les interconnectivités cérébrales, on a mesuré des volumes cérébraux. Alors tout ça évidemment est très significatif entre les deux groupes, des traités et des non traités. Actuellement, ça semble être complètement entré dans les mœurs, mais il a fallu du temps. Il a fallu arriver à l'imagerie pour savoir que la parentalité, le pot à pot, la présence quotidienne, 24 heures sur 24 de la maman, puis du père, parce qu'on a d'abord pensé à la maman, mais il faut quand même penser au père. Et on s'est aperçu que ce binôme était extrêmement important pour la croissance également cérébrale de l'enfant. Alors évidemment, on va pas dire qu'on n'était pas bon avant. À chaque génération, il faut un pas. Mais très clairement, le pragmatisme, le bon sens fait que maintenant, les parents doivent rester 24 heures sur 24 avec leur enfant. Et on sait que cela va favoriser la croissance cérébrale et surtout prévenir les séquelles. Parce qu'on vient de parler de troubles du neurodéveloppement et j'ai oublié de dire que vous pourrez regarder dans toute la littérature, la première cause de séquelles ou de troubles du neurodéveloppement, c'est ce qui se passe en néonatologie. Alors évidemment, il y a des choses absolument... des choses qu'on ne peut pas prévenir, une procidence du cordon, une prématurité liée à l'infection, même si on a fait des progrès, mais surtout pour éviter des séquelles, par exemple, à ces 23 ou 24 semaines qui réussissent à survivre. Il faut le savoir, ceux qui survivent, ce sont ceux qui n'ont pas de lésions cérébrales, parce que maintenant, il y a une collégialité qui est faite avec les paramédicaux, les parents et puis également les équipes médicales, pour éviter, en effet, de poursuivre des soins inutiles chez des enfants qui ont des séquelles neurologiques. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, quand on vit, notre cerveau à 24 semaines, on est bien d'accord, il n'est pas terminé. Il est loin d'être terminé. Il reste encore des étapes extrêmement importantes. On est bien d'accord que le bruit, la nuisance sonore, la nuisance
de lumière, mais également l'absence, de contact avec la mère, parce qu'on sécrète des endorphines, on sécrète des facteurs trophiques cérébraux, des neurotransmetteurs, quand on fait du pot à pot avec sa mère et avec son père. On sait également que le stress parental favorise également le stress de l'enfant. Donc tout ça pour vous dire qu'on a fait des progrès. Je parle de mon expérience de neuropédiatre et de néonatologue pour dire que le bâtiment, l'architecture est extrêmement importante. Notre bâtiment, comme vous l'avez compris, il est de 2000. 2000, on avait fait pour 45 lits, on a 6 chambres mère-enfant et des chambres à 1 lit. Donc maintenant, ce bâtiment de 2000, on installe des lits à côté des enfants, à côté des incubateurs. On a la possibilité d'une salle maintenant de frères et sœurs, parce qu'ils doivent connaître également leurs frères et leurs sœurs, et on ne fait pas souvent... en tous les cas, il faut vraiment faire confiance aux enfants avec leur niveau de résilience, parce qu'on les a souvent protégés, peut-être avec un excès de maternalisme ou de paternalisme, mais les frères et sœurs sont très heureux de venir en réanimation et sont moins choqués que bien souvent papa et maman avoir en effet tout le matériel autour de l'enfant. Et très vite, ils ont eu une approche qui est assez intéressante également vis-à-vis de leurs frères et sœurs. Et je pense que ça doit aussi faire partie de leur histoire. Bon, tout ça pour vous dire que je souscris à tout ce qui a été dit ce matin, inclusion des parents, inclusion du binôme parental, parce que là aussi, sur l'expérience que je peux en avoir, c'est qu'on voit, depuis qu'on accueille les parents en réanimation, beaucoup moins de séparations. On a beaucoup moins de séquelles aussi psychologiques d'autisme, en tous les cas à cerveau intact. Je parle bien à cerveau intact parce qu'on a toujours des possibilités de troubles du spectre autistique avec des lésions notamment cérébelleuses. Mais en tous les cas, on voit une vraie amélioration du comportement des enfants, en particulier prématurés. Certainement liées à nos conditions, nos améliorations de nos pratiques, mais également certainement parce que maintenant on accueille des familles. Donc la petite expérience que je peux avoir, aussi bien en recherche que dans l'histoire de notre hôpital, c'est que ne jamais tergiverser, c'est-à-dire que c'est des hôpitaux d'enfants, on ne mélange pas enfants et adultes. Alors, ça vous semble évident au terme de cette réunion d'aujourd'hui, mais non, on a encore certaines fois des tentations de mélanger, en particulier les grands et les plus petits avec d'autres enfants, notamment en ORL. Alors, je vais vous dire, allez se faire enlever les amygdales, même si papa et maman sont là dans un contexte où il y a d'autres pathologies beaucoup plus graves et très chroniques dans un service d'ORL, ce n'est pas un accueil d'enfants. Donc la petite expérience, c'est vraiment qu'on doit avoir que des hôpitaux d'enfants. On doit également pouvoir accueillir, alors ça c'est plus une condition... c'est une condition, en tous les cas, qui n'est incontournable. C'est l'accueil des parents, des aidants également. C'est extrêmement important. Ce ne sont pas des gêneurs, bien au contraire, ce sont des facilitateurs. Et grâce à eux, on a des alliances thérapeutiques quand même extrêmement intéressantes. Alors c'est vrai pour la néonatologie, mais je pense que mes collègues pédopsychiatres présents ce jour seront d'accord également avec ce principe. Et puis, adhérer au concept très facile de dire si les parents vont bien, les enfants vont bien. C'est des éponges. Les enfants sont des véritables éponges à émotions. Donc, je pense qu'avec tous les projets que vous avez montrés ce matin, les parents ne peuvent qu'être bien, ils se sentent accueillis. Le fait d'aller vers les parents, vers les familles, c'est aussi un énorme progrès. Mais il a été aussi discuté du bien-être des soignants, parce que c'est pareil. Si on a un soignant qui est bien, pour lequel le projet a du sens, pour lequel un soignant qui n'est pas débordé parce qu'il y a un manque d'effectifs, dans des locaux qui sont apaisants, c'est également extrêmement important.
parce que l'enfant sera également beaucoup plus calme. Et puis, encore une dernière chose, je pense qu'il faut aussi respecter un circuit un circuit patient, un circuit famille également. Venir auprès des enfants et auprès des familles reste encore un progrès qu'on a à faire pour une médecine qui, pour moi, circule encore en silo, où chacun se partage la tâche, mais ne la font pas congruer autour de l'enfant. Donc ça, je pense que c'est un projet sur lequel on doit travailler. Donc, j'ai bien aimé également les 5 sens, le beau, forcément, le visuel, le bois, la verdure, évidemment, le bruit. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi de l'expérience qu'on peut en avoir, évidemment, en néonate. Et il y a d'énormes travaux qui ont été faits par les équipes suisses et américaines autour de la musique. Alors, de certaines musiques, hein, pas n'importe quelle musique, où on voit qu'on peut fabriquer de la synaptogénèse. Donc c'est bien d'être dans un environnement calme, mais je veux dire, par exemple, en néonate, il ne faut pas non plus que ça soit trop calme, parce qu'on n'a pas de stimulation également de nos synapses et de la plasticité cérébrale. Il ne faut pas de lumière, mais il ne faut pas non plus du noir, puisque l'enfant, il doit également développer son système visuel. J'ai bien aimé l'idée de l'olfaction également. Rien de pire que d'entrer dans un hôpital où ça sent l'hôpital. Ça, je crois qu'il y a aussi des progrès à faire. Et puis, certainement des progrès à faire sur l'acoustique. Évidemment, nos nouveaux bâtiments sont bien plus sobres en bruit, notamment les bruits de climatisation ou autres. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant. Il y a peut-être le toucher également à travailler. Il y a aussi une notion peut-être à voir, c'est sur la flexibilité. Parce que, comme vous l'avez compris, on a un hôpital qui a 100 ans, puis après, on a eu des hôpitaux tout autour qu'on a dû créer pour compléter l'offre de soins. Notre hôpital de néonatologie et de gynéco-obstétrique, lui, a déjà 25 ans. On ne peut pas loger les parents, on ne peut pas loger tous les parents. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment où on pourrait travailler sur comment peut vieillir un bâtiment, la flexibilité également des locaux. Enfin voilà. Je vais m'arrêter là. Je serai très preneuse aussi des questions de la salle aux différents intervenants également, questions qui vont suivre. Merci.